quatrième rencontre sur Frédéric Bach et le thème aujourd'hui, c'est le legs patrimonial de Frédéric Bach. Alors, merci d'être là. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la procédure. Donc, on va avoir les présentations de nos invités, une après l'autre, et ensuite, il y aura la période de questions. Alors, on va commencer par Vincent Lavoie, ensuite suivra Jean-Marie Lafortune pour finir avec Nada Lukic. Donc, je commence dès maintenant avec Vincent pour vous le présenter avant de lui laisser la parole. Alors, Vincent Lavoie est professeur titulaire au département d'histoire de l'art de l'UQAM. Il a notamment publié Photojournalisme, revoir les canons de l'image de presse en 2010, La preuve par l'image également en 2017, L'affaire Kappa, le procès d'une icône en 2017, Trop mignon, mythologie du cute en 2020, ainsi que Facing Black Star en collaboration avec Thierry Gervais. Il est chercheur principal du projet de recherche visualité du bien-être animal, c'est un CRSH, consacré à l'étude des représentations animalières artistiques et médiatiques. Et aujourd'hui, le titre de sa conférence est L'animalité dans les films d'animation de Frédéric Bach. Merci pour la présentation. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous présenter cette brève conférence qui pour moi a été vraiment une occasion de travailler oui, de faire une meilleure connaissance avec le corpus de Frédéric Bach. Je me disais que je le connais, puisque c'est un peu comme du patrimoine, on le connaît, on l'a vu, on sait ce que c'est, très bien, sauf que pas tout à fait, en fait. Il faut vraiment regarder attentivement les documents pour comprendre la finesse des propositions. Donc, c'est ce que je me suis employé à faire. Alors, il y aura trois points à ma présentation. Donc, le premier, je voudrais d'abord parler de l'engagement de la personne, de l'homme en faveur de la cause animale. Donc, on connaît très bien l'importance des causes environnementales dans son travail. Son travail est largement porté par ces considérations. Donc, je voudrais simplement rappeler que la question animale fait partie, donc, je dirais, du spectre large de ces engagements et beaucoup plus que je le soupçonnais. Donc, un premier point qui portera sur cette question. Et ensuite, je vais articuler donc cet engagement avec les images qu'il a réalisées. Donc, les images, j'entends par là les courts-métrages d'animation qui sont mis à disposition sur tout TV, par exemple, d'environ une dizaine, une douzaine. Donc, ce sont ces objets qui constituent mon corpus, certains plus particulièrement. Et donc, je vais conclure par un point qui sera peut-être une ouverture sur une potentielle recherche qu'on pourrait faire sur son travail, parce que je prétends pas avoir fait une recherche exhaustive, et qui pose une question, donc, sur la question de la visualité, quelle visualité pour l'animal et quelle contribution Frédéric Bach apporte et qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui de s'intéresser à ces travaux, donc surtout des travaux des années 70, donc à l'aune de l'évolution de ces questions. Donc sur l'engagement, tout d'abord, j'ai compris qu'il avait été donc le cofondateur en 76 de la Société québécoise de défense des animaux. Et au sein de cette organisation, il a posé plusieurs gestes carrément militants, donc c'est-à-dire d'écrire des lettres à des ministres, de prendre position donc de manière tout à fait résolue pour le droit animalier, le bien-être animal, donc tout un ensemble de considérations qui était à l'époque porté par une littérature relativement nouvelle sur ces questions. Je pense que là, les années sont importantes. On est en 76. Donc, la SQDA, donc il est, comme je le disais, le cofondateur, donc c'est quand même pas rien déjà comme geste, a toute une liste de revendications que je ne veux pas lire dans sa totalité puisque le temps ne nous permet pas, mais peut-être juste en extraire trois, donc celles qui sont en caractère gras. Donc, la question du contrôle de l'expérimentation animale,
le soin apporté à la question du bien-être animal et la condamnation de l'élevage industriel intensif. Alors, il se trouve que ces trois ordres de considération sont précisément ceux qui animent les travaux de Peter Singer, dont l'ouvrage apparaît à peu près en même temps. Alors moi, j'ignore s'il l'a lu à ce moment-là, s'il l'a lu, alors c'était pas traduit en français à cette époque-là, peut-être en anglais ou voire en allemand. Il faudrait savoir si ses origines alsaciennes il faisait de lui un locuteur germanique, donc à vérifier, parce que ça a été traduit en allemand avant d'être traduit en français. Et donc, cet ouvrage Animal Liberation, c'est véritablement devenu la pierre de touche de tout un discours en éthique animale et qui revendique une réforme complète de notre regard posé sur les animaux, de nos habitudes alimentaires, etc. Donc, on se revendique encore aujourd'hui plusieurs. Enfin, le mouvement animaliste se revendique directement de la traduction de la philosophie utilitariste de Peter Singer. Alors, face à ce constat, je me suis dit, tiens, donc on a affaire à quelqu'un qui est extrêmement sensibilisé, qui est militant, qui est engagé, qui écrit, en fait, qui pose un ensemble de gestes, mais c'est aussi un homme d'image. Donc, alors, est-ce que ces images reflètent, ou auquel cas, de quelle façon reflètent-elles ces prises de position? Et c'est là que la surprise est intéressante. En tout cas, c'est là que ces objets donnent lieu, à mon avis, à des propositions et à des réflexions qui sont stimulantes. D'abord parce que on n'a pas affaire du tout dans son travail à une imagerie qu'on pourrait dire objectivement militante. On a plutôt affaire à un registre visuel qui emprunte davantage au conte, à la littérature jeunesse, donc à toute cette longue histoire d'une iconographie, je dirais des rapports interspécifiques, humains, animaux. On est plutôt dans cet ordre-là, et surtout avec un travail qui fait de l'animal une présence absolue, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun des films, des courts-métrages qui m'ont été donnés à voir qui ne mettent pas à l'avant-plan l'animal. Et pas l'animal anthropomorphisé qui marche sur deux pattes et qui parle et qui raconte des histoires, mais des animaux qui sont dans un environnement, donc dans un milieu, comme on entendrait Bonhomme School, c'est-à-dire d'un lieu qui est constitué de repères spécifiquement animaux, c'est la nature, c'est la cohabitation avec les humains. Donc, voilà. Et ce sont des animaux autant de la forêt boréale que parfois des animaux d'autres pays. Voilà. Et donc l'animal, il est omniprésent. Donc déjà, cette présence-là, il n'est pas accessoirisé. Donc, il figure comme une présence qui a sa propre agentivité, si on peut utiliser ce terme. D'ailleurs, la plupart de ces courts-métrages nous montrent un animal, j'allais dire, qui est hospitalier. C'est-à-dire que les premières secondes de la plupart, vraiment presque la moitié, le court-métrage s'ouvre sur un animal. C'est-à-dire le premier rapport que nous avons à ces images, c'est introduit par une figure animale, et très souvent d'ailleurs, comme dans Illusion ou bien Crack, un animal qui nous regarde. Donc nous sommes regardés par les animaux d'entrée de jeu dans plusieurs voilà. Et je pense que ça sonne à la fois comme une sorte de peut-être de geste d'hospitalité, mais en même temps un énoncé de pensivité de la part des animaux et aussi une sorte de travail d'autoréflexion qu'on doit faire nous-mêmes parce que nous sommes regardés. Donc, voilà. Ils sont conscients de nous. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans sa façon de présenter les choses. Dans son travail, la plupart alors à beaucoup d'endroits, donc là je vais vous présenter des captures d'écran qui à mon avis sont représentatives de ces moments. On voit donc des animaux qui sont inscrits dans une perspective relationnelle avec les autres êtres vivants, c'est-à-dire avec les autres animaux, mais aussi avec les humains. Donc dans des situations
sorte de coalition pour régler un certain nombre de difficultés, comme aller par exemple retrouver le feu qui a été pillé, retrouver le soleil dont on a été privé. Voilà, donc pour un avenir commun plus radieux. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a toujours une dimension résolutive dans ces travaux. Alors, sous quelle forme plastique quelles sont les formes plastiques que cela peut prendre? Eh bien, il y a par exemple dans Abracadabra, donc un exemple assez précoce de son travail. On voit donc des humains qui consultent des animaux pour trouver un certain nombre de solutions, donc notamment retrouver le soleil. Alors, donc, il y a, d'une certaine manière, cette idée donc d'engager une sorte d'interaction, de dialogue, de parler aux animaux, lesquels seraient dépositaires d'une sorte de sagesse, d'une connaissance, enfin d'un ensemble d'attributs qui sont traditionnellement dévolus aux êtres humains. Donc là, ici, en les années 60, début des années 70, ils sont présentés comme des figures détenant donc des savoirs et des capacités diverses qui peuvent être utiles. C'est le cas dans Abracadabra, c'est le cas également dans Ion ou la conquête du feu, où tant les animaux que les hommes et les femmes s'interrogent sur les solutions à trouver, à développer pour faire en sorte que le soleil revienne. Donc, c'est pas tous les courts-métrages où il y a de la parole, c'est beaucoup de la musique, mais dans celui-ci, il y a une narration euh, où on dit que faire se disent hommes et animaux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a comme un problème qui est posé et qui concerne de manière, je vais dire, collégiale, l'ensemble du vivant. Je ne parle pas de la dimension botanique, là, qui serait un sujet aussi à, à, à développer. Donc, également, dans son travail, il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte de critique de la modernité technique comme une cause d'aliénation des êtres vivants. Donc, ça prend diverses formes. Ça, c'est un peu, je dirais, c'est tout le volet de son travail où il y a une vraie critique de la destruction de l'environnement, notamment par la cupidité des hommes, par l'industrie. Et ça prend bien sûr une forme poétique, comme par exemple la transformation des animaux en mécanismes, donc en produits du jeu et de l'industrie. Donc un lapin qui sort du chapeau, il devient une petite marionnette. Un cheval qui est une monture qui devient une voiture. Donc il y a une mécanisation de l'animal qui est ni plus ni moins que la reprise du concept de l'image de l'animal-machine développé par Descartes, mais je dirais présenté dans une forme d'inversion ici et comme une régression surtout. Et ça touche également le vivant puisque le personnage, c'est un personnage maléfique qui, tout ce qu'il touche se transforme en artefact humain, donc ici un sapin qui devient un pylône électrique. Il y a également, c'est assez rare, donc des représentations de ce qui pourrait être la misère animale, mais la misère, c'est-à-dire à la fois la dénutrition, la souffrance physique, c'est dans Tout ou rien de 78 où on voit, et ça c'est très rare, donc des animaux qui sont décharnés, donc symbolisés ici par l'apparence de leur ossature, mais qui donc, grâce au bienfait d'un geste divin, vont reprendre leur configuration habituelle, donc d'un animal en santé. Là, il y a dans Tout rien un épisode très important sur la destruction de l'environnement, mais surtout la destruction des animaux, que ce soit par la chasse, comme on peut le voir ici, chasse aux oies, chasse à des animaux plus exotiques comme les éléphants, chasse à la baleine, trappe souffrante pour certaines bêtes, et aussi, vous voyez les lèvres ici, et là on voit son ancrage dans les principes de défense du bien-être animal des années 70. Qu'est-ce qu'on brocarde ici? C'est l'industrie des produits de beauté pharmaceutiques, c'est l'expérimentation animale. Donc il y a tous ces éléments
bien sûr la forêt. Cette image, j'aime beaucoup cette deuxième image, celle qui est à votre droite, qui montre d'une certaine manière, là, on a frappé le mur, c'est le chaos, donc c'est à la fois un humain écartelé qui ne sait plus où tendre les mains, qui se confond sur une représentation en arrière-plan qui est très diaphane, mais qui montre en fait une sorte de paradis terrestre et de monde d'harmonie avec les animaux. Suit cette séquence une forme de résolution, une prise de conscience des humains qui vont se départir de leur penchant de domination envers les bêtes en posant des gestes de libération animale, comme ici par exemple, où un animal qui était en fait une fourrure décorative sur une épaule devient un animal vivant, où on va libérer les oiseaux, etc. Donc il y a une tristesse humaine qui est exprimée et qui trouve un apaisement dans des gestes qui sont de cette nature, et ça se conclut par l'image que j'ai mise en introduction, qui est le retour à une forme d'harmonie interspécifique. Alors, voilà, donc avant d'aborder le dernier point conclusif, parce que j'arrive bientôt voilà, à ma conclusion, à la fin de la présentation, donc j'ai trouvé une petite citation ici qui nous met sur une piste intéressante en disant les films trop pessimistes peuvent toucher les gens, ou pas du tout, mais ceux-ci ne feront rien. Un film doit créer une motivation. Alors ça, c'est Frédéric Bach qui s'exprime ainsi pour j'allais dire, qualifier les moteurs en fait du changement qui se retrouvent dans ces films. Donc, quelle forme de visualité pour l'animal? Donc, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il y a une vraie alternative aux iconographies dites animalistes, donc, qui misent sur, je dirais, la commotion et l'outrage, qui montrent en fait de la détresse humaine, animale, pardon, humaine aussi, voilà, donc, diverses avilis. Donc, des images, par exemple, qui sont reprises dans les abattoirs, notamment, qui sont relayées par des groupes militants, etc. Donc, il n'est absolument pas du tout comme celle-là. Et c'est d'autant plus intéressant de la part de quelqu'un qui est engagé. C'est-à-dire que, voilà. Donc, il y a comme, si vous voulez, une sorte de... Est-ce que c'est une tension? Il y a l'artiste, l'homme engagé pour la cause animaliste qui aurait pu laisser penser qu'il recourrait à des formes je dirais, militante de représentation, mais non, il va utiliser une autre stratégie, évitant ici les pièges de ce qu'on appelle la fatigue compassionnelle, c'est-à-dire à trop voir d'horreur, on s'en trouve un peu anesthésié. Ça a été étudié dans le domaine de la représentation des catastrophes environnementales, humaines et animales notamment. Et il privilégie donc une poétique plutôt que la littéralité du document. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement fin dans les choix qui sont posés et qui, à mon avis, invite à penser, je dirais, les régimes visuels de l'engagement militant, mais sous un mode qui est un mode poétique, atténué, mais qui est aussi, qui promet des formes de résolution, et ça c'est tout à fait présent dans son travail. Je m'arrête ici. Merci. Tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, on va continuer avec professeur Jean-Marie Lafortue, du département de communication sociale et publique de l'UQAM. Il enseigne notamment dans les programmes d'études et pratiques des arts, d'action culturelle et de muséologie. Articulant les approches des études culturelles, de la théorie critique et de l'économie politique de la communication, il inscrit ses travaux récents dans une perspective d'aliénation, émancipation des individus et des collectivités en contexte de transition socio-écologique. Alors, le titre de sa conférence aujourd'hui, Résistance et contre-pouvoir dans l'œuvre de Frédéric Bach. Avec une variation ici que je vais proposer à la dernière seconde pour essayer d'ancrer le tout dans une actualité. Alors, l'illusion ou l'art de ne pas céder aux tromperies, avec un U, bien sûr. Et donc, je vais pouvoir aider assez bien, je pense, cette cause-là. Mais Vincent, déjà, s'est bien mis la table puisqu'il a abordé une partie de ce contenu de l'œuvre cinématographique Illusion. Non, merci.
Alors donc, vous l'aurez compris ici, hein, le pastiche, ou est-ce que il ne s'agit plus des glaneuses classiques de Jean-François Millet, mais bien sûr des mêmes personnages, mais qui font le ménage du plastique résiduel dans les champs. Donc, on comprend qu'effectivement, on se situe dans une interprétation, en tout cas, symbolique avec Frédéric Bach. Et mon intention, c'est d'un peu d'aborder cette question-là de l'illusion, non seulement la manière dont il l'a traité, à savoir l'illusion d'une certaine forme de progrès technologique, etc., mais illusion aussi parce que le cinéma d'animation est une illusion de mouvement en soi, et aussi illusion peut-être, et là ça reconnaît qu'avec peut-être la conclusion de Vincent, sur enfin le personnage lui-même et les conditions d'un renversement des forces qui nous induisent ces tromperies-là. À savoir, c'est un peu magique finalement les solutions qu'il nous propose. Alors, le film Illusion, vous voyez, ça c'est la dernière image. C'est pour, entre autres, montrer le soleil, comment il le présente. Avec l'arc-en-ciel, on comprend que ça se termine évidemment sur une bonne note. C'est presque hollywoodien, on pourrait dire. Mais Illusion, curieusement, apparaît à l'interrogatif et même, on pourrait dire, à l'espagnol, parce qu'avec le doublon ici, ce qui est assez particulier, c'est la même chose dès le démarrage. Donc, ça commence Illusion, les points d'interrogation apparaissent et donc, on comprend bien que l'auteur, l'artiste se questionne autant que nous sur son contenu. Alors, c'est un court-métrage, bien sûr, d'animation, filmé en 35 mm, dit 1976. Normalement, c'est 75 qui serait la date de sortie, enfin. Ben, on comprend que ça peut être en France, au Québec ou ailleurs. Une production de Radio-Canada, c'est pas anodin parce qu'évidemment, c'est la critique à laquelle il se enfin, dans laquelle il se pose, n'aurait peut-être pas été admissible avec un financement privé, par exemple. Il assume, bien sûr, scénario, dessin, réalisation. Vous voyez que cette œuvre-là s'inscrit dans sa filmographie à peu près au milieu hein, de ce qu'il a produit, donc entre 70 et 93. Ça termine peut-être la première grande séquence, mais ça annonce ce qui seront les œuvres plus marquantes, hein, des Cracks, L'homme qui plantait des arbres, Claveau Ganso, qui sont vraiment des œuvres enfin, encore plus reconnues que celles que l'on peut voir. Alors, le démarrage, on les citait, donc les images de départ, scène de vie champêtre, simple et en harmonie avec l'environnement, ou sortir d'une école. Donc, on a affaire à un symbolisme assez basique, des enfants qui incarne, si on veut, l'innocence originelle, le soleil, la nature bienveillante, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure avec ce large sourire, et puis une ambiance de fête populaire avec une musique assortie. Donc, vous voyez un peu, hein, j'ai récupéré par exemple l'image au bas, qui n'est pas sans évoquer la première image de personnes qui soit qui plantent, qui cultivent, qui récoltent, etc. La deuxième partie, qui commence à la minute 3:40, hein, sur un film de 11 minutes 30, donc on comprend que hein, je l'ai décliné en 3 moments, ce sont les tromperies du progrès économique avec l'arrivée de ce personnage que M. Vincent a pu démontrer, parce qu'ici on le voit un peu sur l'image en bas à droite, qui n'est pas évident. Espèce d'homme orchestre à chapeau, magicien, enfin, un drôle de personnage. Moi, ici, je l'ai appelé l'industriel, donc, qui surgit de nulle part, parce qu'on le voit arriver au fond du fond de l'écran, et puis qui arrive jusqu'à nous, et qui stupéfie, on pourrait dire, les enfants de ses prouesses techniques. Alors, on l'a vu tantôt, changer un lapin en jouet, par exemple, un cheval en voiture, et c'est l'image que vous avez en haut. La séquence est assez longue à ce moment-là pour pouvoir, je l'ai interrompu au milieu. Donc, à la fois mi-cheval, mi-auto, mais c'est effectivement enfin, cette même image que Vincent pu mettre, à savoir vraiment un revirement complet d'une nature, au fond, d'une proximité avec la nature, à quelque chose d'absolument technique. Une prairie en autoroute, un arbre en maison, une forêt en cité dense et sombre. Alors voilà l'œuvre un peu de ce personnage qui éblouit dans un premier temps, mais qui évidemment inquiète dans un second temps. L'artificialisation, l'autonomisation s'impose avec de nouvelles sources d'énergie. Tantôt, on voyait le sapin qui devient finalement pôle de circulation électrique, le nucléaire qui est au cœur de ça. Et la nature s'apparente à des nuisances. Une scène classique, c'est une vache qui est au milieu d'une autoroute qui bloque tout le trafic.
Alors, au fond, pourquoi il reste encore la nature, puisque ça nuit aux affaires et au bon fonctionnement humain. Mais rapidement, donc, les enfants s'indignent d'être réduits en ouvriers confinés à des chaînes de montage, qui n'est pas sans rappeler Chaplin. Donc, des chaînes de montage, bien sûr, déshumanisantes et donc qui vont s'inscrire en faux par rapport à cette proposition. Sauf que, bien sûr, cet industriel n'en débarque pas. Alors, il va tenter de convaincre, de soudoyer, de menacer, mais sans succès. C'est évidemment la fin heureuse que je vous ai déjà présentée. Alors, il recourt à la propagande publicitaire pour faire accepter la surconsommation, la pollution, les déchets, alors au nom de certains plaisirs immédiats. Mais devant l'échec de la persuasion, l'argument de l'argent est mobilisé, alors il veut les soudoyer littéralement, puis celui des armes. Et là, on voit effectivement les fusils, les canons, les bombardiers apparaître pour menacer cette troupe d'enfants. Au fond, donc, on comprend que tous les moyens sont mis de l'avant et on peut faire des comparaisons assez faciles avec la situation actuelle où est-ce qu'un régime cherche à s'imposer à la fois par l'argent, les médias, par le militaire, c'est tout. Mais imperturbables et animés d'un souffle libérateur, les enfants expulsent l'intrus et son univers malsain. Donc, à la minute 9, et puis il nous reste quelques instants pour revenir au monde d'avant, mais qui renaît par quel miracle? C'est un peu l'interrogation, moi, que j'en ai gardée, puisque si véritablement les enfants étaient entrés dans ce nouveau monde, comment ont-ils pu retrouver l'ancien qui n'aurait jamais été affecté? Alors, ce que dit l'auteur en rapport avec ce propre travail-là, tout ce qui vit avec nous sur Terre a dû s'adapter, évoluer, se perfectionner au cours de millions d'années. Chaque fleur ou chaque insecte est une merveille à découvrir, à respecter, à aimer, mais nous avons tendance à les remplacer par des inventions du génie humain, présentées par des magiciens de la publicité, vendeurs de progrès et de surconsommation. Donc, on voit que, avant même que je trouve cette citation-là, on était, grosso modo, dans la terminologie que lui-même emploie. On s'aperçoit pourtant que ces inventions se démodent vite et qu'elles détruisent souvent ce qui est essentiel à notre vie, à notre bonheur et à la continuation des vrais miracles accomplis par la nature. Alors voilà ce dont l'auteur disait, enfin, valorisait autour de ce travail de film d'animation, donc Illusion. Ce que dit le film, il est fait pour les enfants, mais au fond, il n'y a rien d'enfantin. On comprend que c'est plus explicitement militant peut-être que la manière dont Vincent a eu de présenter le travail de Frédéric Bach plus tôt. Alors, c'est un peu une fable de l'artifice, de l'artificiel, des moyens déguisés, de déguiser la vérité. L'illusion, ben, c'est une fausse croyance, c'est une chimère, c'est un leurre. Donc, on comprend qu'on est amené à soit y céder ou soit y résister, ce que feront bien sûr les enfants. L'illusionniste, parce qu'on le magicien, l'illusion, on est un peu dans la même idée. C'est un artiste qui donne l'impression que des choses étranges ou impossibles se produisent par différents procédés mécaniques, des trucages, des tours de prestidigitation, mais aussi des mécaniques psychologiques. Donc, la publicité, notamment, sévit à ce titre-là. Les magiciens utilisent les distractions pour détourner l'attention des spectateurs de l'action réelle qu'ils sont en train de réaliser. Encore une fois, je pense que l'actualité au sud de la frontière évoque cette réalité-là, où est-ce que l'ensemble des débats sont déplacés alors que finalement, tout le monde est appelé à se situer sur le terrain de Trump dans ce cas-ci, alors que beaucoup d'autres terrains pourraient être occupés. Une des dimensions vraiment importantes, c'est de considérer l'art de l'animation, puisque ce film-là s'inscrit à l'intérieur d'une production assez intensive de sa part. Donc, c'est une forme artistique qui fait suite aux contestations sociales des années 60 et qui n'est plus destinée aux enfants, entre autres depuis l'apparition de Fritz Shaw, donc en 1972. C'est un média qui enchante, évidemment, et divertit le public en repoussant les limites de la créativité et de la technologie. On comprend que c'est low-tech, c'est une faible technologie, mais en même temps, maximum de créativité. Donc, il y a une reconnaissance de l'animation d'auteur, parce que c'est évidemment les films de Disney n'étaient pas exactement de même nature, qui découle de la création de l'Association internationale des films d'animation et de certains festivals. J'en ai juste mis deux, mais à Zagreb en 72, à Ottawa en 76, pour dire qu'à ce moment-là, le Canada, le Québec est
en discussion, on pourrait dire, avec l'Europe de l'Est, autour de cette forme artistique et engagée qu'est le cinéma d'animation. Évidemment, Norman McLaren a été une des figures importantes ici au Canada à travers l'ONF et la reconnaissance, bien sûr, de cette forme d'expression artistique et avec son contenu, bien sûr, engagé. Les caractéristiques propres à cette forme-là, c'est le mouvement, bien sûr, on le voit dans le traitement que peut en faire Bach, l'attrait visuel, l'expression émotionnelle, suspension de la réalité, mais donc financé par l'État. Hein, je le disais tantôt, c'est la société Radio-Canada, et donc le fait que ce soit de l'argent public à cette époque-là me semble a permis à Frédéric Bach d'être sans embâche sur les finalités de son propos, alors qu'en d'autres circonstances, il aurait pu être appelé à être plus nuancé. Alors, enfin, je termine un peu cette diapo en disant, mais ce cinéma est lui-même effectivement illusion. Il s'agit d'images fixes auxquelles on donne vie en utilisant diverses techniques. Alors, l'idée d'illusion peut être prise au moins à 2 niveaux, peut-être à 3. Et donc, ce qu'on dit de l'œuvre, hein, qu'elle fait vivre bien sûr des séquences d'émotions fortes. Donc, un film pour enfants, mais même un adulte, au fond, on traverse ça avec presque difficulté. Entre attrait et rejet du progrès, les fantasmes de la modernité prennent forme et s'imposent au Québec hein, au même moment, dans ces années 70 et 60, sans égard au passé et à la nature. Donc, on sait aussi les impacts que ça peut avoir sur par exemple, les questions patrimoniales. Dès lors qu'on rejette le passé, que faisons-nous d'un patrimoine qui n'aurait finalement qu'une 60aine d'années? Et donc, il s'inscrit, à mon sens, tout à fait dans une perspective, on pourrait dire, d'activisme, c'est-à-dire au fond d'engagement artistique dans les enjeux de société. Donc, tout est en mouvement, bien sûr, dans cette œuvre, révélant le style, le symbolisme de Frédéric Bach, hein, les traits du dessin, la composition organique, la puissance évocatrice, bien sûr, qui le caractérise. Mais où les enfants trouvent-ils la détermination de réagir si vivement et unanimement à cette proposition malveillante, mais en l'absence, on pourrait dire, de leader d'une direction politique, dans des termes, on pourrait dire, sociologiques ou politiques, c'est quasiment un communisme primitif qui semble animer cet attroupement-là. Et donc, je termine avec une question assez simple, à savoir, y aurait-il illusion de la part de Frédéric Bach sur la capacité des populations à déjouer les tromperies? Et je vais faire un ouvrage récent, le Stefano Boni, ça s'appelle Homo Confort, et il nous dit que rendu à un certain niveau de confort, l'être humain n'est plus intéressé à régresser, à retourner vers la nature, et selon son propos, hein, c'est un ouvrage de 2022, on aurait déjà franchi cette étape, si bien que même si les gens adhèrent souvent dans le discours à ce retour à la nature, à la contestation d'un faux progrès, dans les faits, les babines ne suivent, les bottines ne suivent pas les babines, et puis par exemple, les voitures se sont achetées en plus grand nombre l'an dernier au Québec que dans toute année historique préalable. On voit bien que la prétention à la préoccupation environnementale, entre autres, mais aussi à celle d'une vie plus simple, hein, de solidarité, ne suit pas effectivement ce que les gens laissent entendre dans les vox pop, dans les sondages. Et donc, est-ce que il y a une magie là à laquelle se revendique Bach qui serait une magie blanche par rapport à la magie noire de la proposition, mais qui parvient difficilement à nous rejoindre. Alors, voilà, c'est ainsi que j'ai pu observer cette œuvre fort stimulante, engageante et dérangeante. Merci. Alors, nous allons continuer avec la présentation de Nada Guzin-Lukic. Alors, professeur Nada Guzin est professeur en muséologie à l'Université du Québec en Outaouais. Elle est chercheuse au sein du partenariat des nouveaux usages des collections dans les musées d'art et membre du réseau patrimoine de l'Université du Québec, le REPUC. Ses recherches portent sur le rôle social du musée, les enjeux liés à l'identité, la diversité et l'inclusion, ainsi que les dimensions patrimoniales et éthiques des institutions muséales. Elle porte également un intérêt aux différents aspects des musées nationaux, les mémoires
marginalisées, les politiques et pratiques de la réconciliation et de la médiation interculturelle du patrimoine. Ces travaux récents se concentrent sur la collection engagée, la collecte et la migration. Ils nous présentent aujourd'hui une influence sur l'œuvre du parcours migratoire de Frédéric Bach. Oui, je vais partager mon PowerPoint. J'aimerais tout d'abord vraiment remercier pour cette invitation parce que ça m'a permis de, 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 de plonger dans l'univers de Frédéric Bach avec plaisir. Et, et j'aimerais aussi remercier Jean-Marie pour mentionner le prix qu'il a reçu à Zagreb, donc d'où je viens, dans un festival donc de films d'animation et d'art d'animation, où j'étais régulière en tant qu'étudiant en histoire de l'art et où on a vraiment donc cette film d'animation est vraiment valorisé. Et on avait ce film de partout au monde. Et je sais qu'il a reçu aussi plus tard donc un prix pour l'ensemble de son œuvre dans ce festival. Euh, et donc, sans tarder, je commencerai. Je vais juste ajuster. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc, j'ai choisi de parler de cet parcours influence sur l'œuvre, de parcours migratoire de Frédéric Bach pour m'intéresser vraiment à la personne. Donc, quel est cet impact? Donc, le parcours migratoire a profondément influencé son œuvre, à mon avis, tant dans cette thématique que dans son engagement artistique, pacifique et écologique. Le parcours d'un artiste donc influence l'œuvre de toute manière, il façonne sa perception, ses idées, sa manière de travailler. Et comme la migration est une rupture, c'est un événement majeur dans une vie, il y a toujours une avant et après d'une migration, dans, ça laisse des traces. Euh, et donc, il y a aussi migration, dans les recherches sur la migration, on parle de migration qui peut être volontaire ou forcée, c'est-à-dire imposée notamment dans le cas de réfugiés de guerre ou de réfugiés climatiques. L'immigration de Frédéric Bach au Québec était volontaire, comme il explique dans son autobiographie, motivée par plusieurs choses, mais c'était aussi un peu les deux. C'était aussi un peu, d'une certaine manière, un exil. Et on va voir comment. Donc, quand il parle dans son autobiographie qui est disponible en ligne, donc moi, pour me préparer pour cette présentation, j'ai consulté donc ces différentes vidéos, tout ce que je pouvais trouver où il parle de près et de loin de son parcours. Et, et dans cette présentation, je pense que je vais vraiment aborder, j'essaie d'aborder à travers son récit, à travers son regard donc sur ce parcours. Euh, et donc, dans son autobiographie, il explique que donc sa migration, donc sa décision de s'installer au Canada était motivée par son intérêt pour Québec, sa soif de la découverte, il en parle dans plusieurs interviews, du monde, et les images de Clarence Gagnon, mais aussi les informations fournies par une fonctionnaire de l'immigration concernant la protection de la langue française au Québec, qui donc le motivait son intérêt d'y venir vraiment s'installer au Québec. C'est aussi mais son désir de partir était également motivé par les difficultés de l'après-guerre en Alsace et probablement par un sentiment de désillusion face à la situation européenne marquée par les conflits qui se répètent sans cesse. Bien que la désillusion ne soit pas compatible avec Frédéric Bach, euh, quand on regarde son œuvre, ce personnage, donc il était toujours actif dans ses projets de création ou dans ses différents engagements pour préserver donc le monde, la nature, l'humain, etc., pour sensibiliser, etc. Donc, je vais commencer par parcours migratoire. Euh, et donc, en lieu, je ne vais pas passer beaucoup de temps.
Mais, Oui. est-ce que tu pourrais inverser, il y a des gens qui ne voient pas la présentation. Il faudrait basculer. Il faudrait basculer. Ceux qui sont en Zoom ne voient pas la présentation. Basculer entre les affichages. Oui. Excusez, il faudrait simplement basculer. Voilà, est-ce que c'est mieux? Là, on voit encore les deux diapositives. Oui. En fait, Il faudrait, Nada, appuyer sur le bouton Utiliser un diaporama en haut à droite, au-dessus de ta diapositive. En haut, à gauche, pardon. En haut de la diapositive, là, c'est écrit Mhm. Utiliser un diaporama. Il faudrait appuyer sur ce Ah, bouton. d'accord, parce que vous voyez la même chose. Oui, oui, d'accord. Voilà. Non, Voilà, c'est mieux. non. Oui. Là, on a ton texte, on a tes notes. Regarde juste en haut de la diapositive, tu Oui, as je un vois. menu. Donc là, le menu, c'est arrêter le diaporama, conseil basculer Oui, entre les affichages et utiliser le diaporama. Il faut cliquer sur utiliser le diaporama. Le dernier, non, non, tu étais dans le bon menu, mais c'était le dernier à droite des boutons. oui, je vois, sauf que c'est mon désactivé. Donc là, il faut revenir en mode présentation. Tu utilises l'écran dans le bas. Oui. Et la deuxième étape, c'est il faut cliquer sur utiliser un diaporama. Vas-y, à droite. Oui, Continue, oui, c'est continue. ça. C'est Oui, bon, oui, bravo. c'est parce que c'était couvert par d'autres choses, donc je ne le vois pas. Merci, Marie. Bonne chance. Vous voyez maintenant? Oui, c'est bon. Merci. Donc, mais je bousculais à la fin, donc j'étais ici, parcours ici. Euh, et donc le parcours, quelques mots sur le parcours. Donc, peut-être je parlais pas de ses origines jeunesse, vous savez, c'est la quatrième rencontre, mais tout le monde sait qu'il est né à 24, donc à Allemagne, dans une famille alsacienne. Et donc, il a grandi dans cette tension entre deux guerres, dans laquelle sa famille donc, a déménagé à Strasbourg, puis à Paris en 37, euh, où il a poursuivi ses études. Euh, mais lui, dans son témoignage, c'est ça que je trouvais intéressant de vous montrer, à Alsace entre deux guerres, donc il a parlé de montée du nazisme, donc, et de l'exode dans cette période. Et ça qu'il dit m'a marqué profondément aussi parce qu'il dit, ça s'exprime vraiment la situation d'une guerre qui s'annonce. Donc il a dit, cela donne froid dans les dos de voir le militarisme, de délatation et donc de s'installer de manière si organisée et si menaçante. Quand nous parlons à Strasbourg puis à Paris de la menace militaire, les gens se détournent, ne veulent pas voir les dangers. Et donc, la dernière guerre 14-18 est encore si proche, si affreuse. On ne peut pas donc faire d'autrement. Il y a encore une plaine estropiée de veuves, etc. Et donc, dans plusieurs parties de son autobiographie, donc, il parle de la guerre déclarée, la vie sur occupation, la libération, l'Alsace-Meurtrière, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est, bien sûr, été très déterminant, je pense, aussi pour tout ça qui va donc suivre. Euh, il y a aussi tous les récits, parce que je dis bien les récits du parcours migratoire et pourquoi aussi, peut-être vous expliquer pourquoi j'ai choisi de partir par ça quand on fait les études en migration, on a toujours travaillé avec les récits, c'est là où on va trouver les choses qu'on ne trouve pas ailleurs, elles sont autobiographiques comme ces entrevues, ce sont les récits. Et donc, il est dans plusieurs sections où il quitte la France. Donc, il va parler de déchirement, de rupture, de migration, de laisser ses parents. Même s'il est très pudique et ça ne ressort pas dans ses dits partout, ni dans ses rencontres avec les journalistes, ni dans ses écrits. Mais on voit tout ça, on peut lire entre les lignes, on peut un peu collecter cette patte dans laquelle on voit cette situation. Et donc, aussi, il parle dans l'immigration, la chose qui est importante aussi, il y a comme différentes étapes et donc le déplacement ou le parcours ou le vraiment voyage de migration, il est très important.
Et donc, il évoque, donc, dans son cas, c'était toute une péri d'arrivée. Donc, c'est avec un bateau donc, qui s'appelait pas appelé Foudroyant, mais qui était vraiment demi délivré dans de la braie où il fallait qu'il complètement décharge le capitaine s'il arrive quelque chose, etc., etc. Donc, sont traversés de l'Atlantique. C'était vraiment un périple qui durait 35 jours. Et, et donc, tout ce récit est vraiment intéressant à suivre, à vraiment se mettre dans la peau de son statut de migrant et comment il a fait son parcours à travers l'Atlantique pour y arriver. Mais il parle beaucoup de ce voyage et aussi il parle d'un voyage. Il arrivait donc en Amérique, comme ce titre d'une section de son autobiographie en 48, mais il parle d'un voyage de 20 heures, partiellement 2 jours, qui lui permettait de faire connaissance avec immenses paysages. Et on sait que ça l'a marqué aussi déjà cette arrivée, donc il va passer, il va voir tous ces paysages, mais aussi il dit est une jeune femme charmante, donc il parle bien sûr de sa future femme, Guylaine Tremblay, et pour laquelle il a dit 3 jours après mon arrivée sur les quais de la gare centrale à Montréal, je fais à Guylaine une demande de mariage. Et ça vous semble anecdotique, mais je pense que c'est important puisque ça va vraiment, ça nous met en vie, puis je le vois son parcours et je le vois aussi dans son œuvre. Il y a toujours clin d'œil dans ça, quelque part. Et donc, ensuite, on peut citer d'autres choses, mais je partage, je le mets ici, vous pouvez le lire dans tout ça. Donc, ici, c'est ses inspirations, donc, de Clarence Gagnon qui revient. Donc, il parle vraiment c'est quoi, pourquoi, mais c'est assez intéressant. Donc, comment, cet artiste a inspiré ses espaces et tout ça. Donc, on peut discuter davantage, mais on n'a pas de temps. Euh, Et donc, c'était vraiment dans ce cas de Clarence Gagnon, c'était pour Marie Chapdelaine, publié avant la guerre dans l'illustration. C'est intéressant comment aussi l'art circule, je pense, dans ce parcours d'immigration. Il y a beaucoup de recherches sur la circulation des arts et comment donc ça se fait et comment l'idée d'un pays ou l'idée de où on veut immigrer, où on veut se déplacer passe aussi beaucoup par l'art, passe beaucoup par l'image, passe par beaucoup, et c'est justement son cas. Euh, et donc, il a aussi donc, ces lyriques par rapport à la neige, donc, où il voyait un miracle de transformation, mais il est aussi en relation avec la guerre. Il y a toute une littérature de la neige et de la purification dans les images des artistes de la guerre. Ils vont beaucoup utiliser cette iconographie. Donc, on peut passer à Autodix, on peut passer à d'autres artistes de la guerre. Cette pureté de la neige, il y a quelque chose de symbolique qui est plus fort que pas plus fort, mais qui est lié avec la nature, aussi symbolique de la souffrance, symbolique de renouveau aussi, ou peut-être de, de calme après une tempête. Et donc, maintenant, donc on arrive à l'influence en œuvre, et j'aurais pu m'attarder davantage sur sa biographie dans différentes interviews. Donc, il fait plusieurs choses, j'espère. Ce travail m'a animé pour peut-être poursuivre de creuser un peu plus donc ce parcours et donc c'est ça. Donc quoi qu'il en soit, peut-être pour terminer, pour ceux et celles qui savent pas, donc quoi qu'il en soit, son exil et immigration, il arrive, comme je dis, à 48 au Québec, mais il est aussi, il faut que je mentionne parce que j'ai pas euh, précisé, donc l'importance aussi d'invitation de sa future femme, Guylaine Paquin. Donc c'était ça aussi dans cette raison, parce qu'il avait une correspondance avec elle. Donc il attendra, qu'il épousera finalement et qui va marquer, comme il dit lui-même, une tournant dans sa vie, mais aussi à sa carrière artistique. Il va être installé à Montréal, il s'enseigne à l'école de meubles et travaille pour Radio-Canada en tant qu'animateur et illustrateur. Et donc, Radio-Canada sur le site, donc,
dans les archives numériques. Il a plusieurs choses, il a plusieurs interviews, plusieurs films. Et donc, pour ceux et celles qui sont intéressés à vraiment creuser ça, je pense que c'est une place intéressante pour le faire. Euh, donc, l'influence sur son œuvre, euh, il y a deux choses. Donc, il y a certainement cette sensibilisation écologique et pacifisme que j'ai utilisé. Donc, le parcours migratoire devait enrichir son œuvre en intégrant des thèmes et des valeurs universelles parce qu'il parle beaucoup de ça. C'est la paix, l'écologie et le respect des cultures. Moi, je vais mettre il y avait d'autres présentations sur l'écologie, donc moi, c'est vraiment en lien avec le parcours migratoire, donc j'ai choisi plutôt la paix et son pacifisme pour, pour développer un peu plus. Donc, ces expériences personnelles d'exil et d'adaptation donnaient naissance à une vision artistique profondément humaniste et engagée. Et donc, cet annoncé n'est pas est réfléchi parce qu'on le voit dans d'autres aussi, d'autres parcours d'artistes, donc en exil ou en immigration, dans lesquels on a cette vraiment trace dans l'œuvre. Et même les conflits, les guerres, bien sûr, ils vont donner, ça c'est un autre thème, mais les artistes de la guerre, ça va donner, il y a plusieurs qui n'ont mieux. Par exemple, au Québec, c'est Alfred Pellan, même si il n'a pas vécu, mais il avait toute une série d'œuvres par rapport à ça. Et donc, euh, maintenant, quelques mots sur l'artiste engagé. Donc, on a dit, il y a vraiment l'engagement. On peut discuter après, est-ce que c'est vraiment pertinent et appuyé? Moi, je pense que oui, et je pense que son engagement est profondément aussi inspiré par son vécu de la guerre et donc après-guerre et aussi même de mémoire de guerre dans cette région qui est Alsace, qui est quand même une région très spécifique dans laquelle les mémoires de la guerre sont toujours présentes. Il y a cette relation franco-allemande qui est toujours donc il y a toujours cette tension, il y a aussi cette double identité, donc tout ça fait que ça impacte sur une œuvre, sur un travail, quoi qu'il en soit. Mais en tant qu'artiste engagé, il va travailler donc toute sa vie. Donc son engagement, il a plusieurs écrits par rapport à son engagement dans l'œuvre. On a vu pour l'écologie, pour les animaux, mais beaucoup aussi pour la paix. Et en tant qu'artiste engagé, il va dire un film doit créer une motivation. Il est important que les spectateurs prennent conscience du rôle qu'ils ont à jouer. Donc, il veut pas seulement, il veut influencer, il agit vraiment directement pour influencer, il veut sensibiliser. Il peut sensibiliser à la guerre, à la destruction de la nature et tous ces dossiers qui lui sont chers. Ces créations sont comme les outils pédagogiques. Ça aussi, on trouve dans les écrits sur son œuvre, on va trouver ces outils pédagogiques, cet engagement. Il y a aussi beaucoup de sensibilisation, il y a aussi militantisme. Nous avons vu le militantisme pour les animaux, mais aussi militantisme contre la guerre. Et tout ça va donc apparaître. Donc, ce thème se retrouve dans les films comme son fameux L'homme qui plante les arbres, 87, où je vais voir après quelques images. Et, mais d'abord, je vais terminer avec l'artiste pour la paix. Donc ici, c'est un dessin. C'est un dessin qui a fait donc pour les artistes pour la paix, dans lequel il a marqué, si tu veux la paix, prépare la paix. En animant pour unir, aimer et comprendre. Et donc, cette idée d'agir, d'animer, de sensibiliser, d'aller en avant, c'est vraiment important dans son œuvre. Donc, et aussi, il veut donc il veut vraiment faire agir. Donc, lui, il agit, mais aussi il appelle à l'action, même si ses méthodes sont douces, mais il appelle vraiment à l'action.
Dans les Frédéric Bach pacifistes, donc c'est dans ces actions artistes pour la paix, donc il y a un texte qui est sur leur site, qui est écrit par Pierre Jasmin 3 jours après sa mort, et dans lequel donc il a dit il ne ment vraiment pas à la mode, donc on ignore par tous les médias, donc le mot pacifiste n'est pas la mode d'aujourd'hui non plus, malheureusement. Articles, reportages, documentaires et même les lettres chaleureuses de lecteurs, et c'est pourtant les mots qui caractérisent le mieux Frédéric Bach, c'est pacifiste. Dès sa jeunesse en Alsace, Frédéric, donc c'est déjà, il dit son nom, déjà veut dire riche de paix étymologiquement en allemand, a été obsédé par la guerre misère qui forçait sa famille à l'exil survenu avant 39, d'abord en Bretagne pour l'Amérique. La paix deviendra le leitmotiv de son œuvre et de son militantisme constant, en dénonçant les soi-disant missions militaires ou économiques, tout aussi souvent désastreuses, non seulement pour leurs propres combattants, mais aussi pour la nature, y compris les chers animaux. Et on a vu donc son amour pour les animaux et donc son travail et cet amour, ça me fait penser à d'autres artistes comme Otto Dix, par exemple. Ça, c'est une gravure qui se trouve au MoMA à New York et dans laquelle donc Otto Dix, qui est cet artiste qui a participé à la Première Guerre mondiale et qui était complètement bouleversé dans son œuvre. Il a toute une série vraiment euh, très, très très intéressant sur ce thème. Et l'orthodoxe c'est aussi l'exemple d'un artiste qui veut agir dans cette situation par la présentation de horreurs de la guerre, pour dire, on n'avait jamais, on a beaucoup ça dans les arts de la guerre, jamais plus, il faut présenter les horreurs, et aussi lui, pour d'une certaine, dans son cas, il dit, c'est d'une certaine manière d'exorciser, ce sont ces mots, d'exorciser cette guerre en présentant ces horreurs. Donc, c'est complètement contraire de Frédéric Bach qui va faire différemment, d'une manière peut-être plus douce dans son art animé, dans ses films. Mais ça va être aussi présent et aussi fort. Donc, il va euh, passer par, euh, par les images qui sont jamais très violentes. On n'a jamais une très violence dans son œuvre, mais on a quand même, voit comme ici, ça c'est donc de une séquence je veux dire, c'est pas abracadabra. Nada, je te demanderai de conclure, s'il vous plaît, Oui, j'ai qu'on conclu. puisse passer Donc, aux je questions. voulais simplement, Merci. je conclue donc dans les images. Donc, il est dans plusieurs. Donc, ça, c'est un exemple. Mais il est dans plusieurs dans lesquels on voit les traces de militarisme et tout ça. Ça, c'est la fête de Saint-Jean, finalement, une histoire d'un garçon et tout ça, que vous connaissez tous probablement si vous vous intéressez. Mais il y a quand même, il glisse toujours les images un peu plus euh, fort dans son travail, mais c'est jamais agaçant. C'est jamais donc, son message passe de manière différente dans son œuvre, comme on voit ici, c'est l'image et aussi même dans ses techniques, dans son esthétique et tout ça, je n'ai pas tant d'en parler, mais ça passe d'une manière complètement différente qu'ailleurs. Et donc il y a aussi les thèmes, d'autres thèmes comme déracinement, etc., qui est très lié avec très lié avec son parcours migratoire. Donc, le déracinement est une thématique qui va avec. Et donc, il a représenté ça même dans le film Crack, qui retrace donc l'histoire de Chaise Bersin, mais aussi toute une problématique de transmission, d'éphémère, de transmission de patrimoine, de durabilité et tout ça. Et aussi dans ces autres films. Mais comme je dois conclure, je ne vous présenterai pas d'autres choses par rapport à ça, mais je vais terminer avec ça. Donc, dans la question, donc ça c'est dans un article sorti par rapport à son exposition au Musée des Beaux-Arts à Montréal, un article de René Vieux en 2009. Donc, à la question, vous croyez qu'on peut changer quelque chose avec l'art? Vous croyez aussi qu'on peut réagir en tant que simple citoyen? Il a dit tout va ensemble. Euh, Tout va ensemble. Et ça, je pense que c'est très important. Et il y a un souci avec ma femme. On a planté sur notre terrain plus de 100 000 arbres. J'ai en planté moi-même 30 000.
il faut remettre en pratique ce qu'on pense, ce que l'on aime vivre et ce qu'on prêche. Je n'ai pas fait tout cela pour faire semblant. Je pense aussi que ce passage, je me suis rendu après compte, cité dans différentes occasions, mais je voulais terminer avec ça et avec son magnifique dessin que je ne pouvais pas commenter, mais je vous laisse quand même avec cette image donc de Merci. l'homme qui plantait les arbres. Merci, Nada. Alors, on va avoir 15 minutes pour passer aux questions maintenant. Alors, je laisse à la place justement là, à ceux qui veulent creuser un peu certains sujets apportés par nos conférenciers aujourd'hui. Conférenciers. Oui, Bernard. Je casse la glace. C'est une circonstance.